Allô? Oui, bonsoir, mon grand-père. Comment ça va? Bonsoir Yann, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Ça va très bien. Et la famille? Ah, ça va bien, merci. Dieu merci. Tu es Ça sur va. haut-parleur? Tu es sur haut-parleur? Ah, attends 2 secondes, s'il te plaît. Ça va, ça va mieux, tu m'entends mieux? Oui, là maintenant c'est mieux. C'est bon. C'est bon. D'accord, ok, Oui, je oui, oui. m'excuse déjà Non, 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 il n'y a pas de problème. pour le désagrément posé. Non, 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 il n'y a pas de problème. D'accord, merci beaucoup. Mhm. Merci pour cette brillante émission. Merci vraiment pour de me faire l'honneur de me donner la parole. Mon grand-oncle, vraiment, je pense que plus que jamais, nous sommes sur la bonne voie. Mhm. Et nous sommes en train vraiment d'installer une révolution sur les plateformes. C'est vraiment une révolution qui est en marche et qui aujourd'hui permet à beaucoup de compatriotes de saisir vraiment la quintessence même de la politique et Mhm. les objectifs que, à travers toi qui es l'initiateur, nous voulons atteindre. Je dis comme ça merci à tous nos brillants participants, à commencer par notre mère bien-aimée Nefertiti, Mhm. qui a vraiment rendu hommage à une grande dame. C'est pas parce que toutes les grandes dames ne se voient pas forcément à la télévision, Mhm. mais il y a des grandes dames qui sont dans l'ombre, mais qui travaillent pour aider l'humain, qui donnent tout. Euh, le bel hommage qu'elle a rendu à notre mère, je pense que c'est Alors? un symbole Mhm. de cette au maire. Voilà, comme on dit, quand on prend une équipe, c'est le capitaine qu'on met devant. Mais le cap. Oui. Allô. Non, le réseau déconne un peu Allô. de ton côté. Voilà, c'est. Allô, je me fais entendre. Oui, Allô. maintenant oui. Ok. Allô. Oui. Ah, pourtant, moi, je t'entends. Ok, donc comme je disais, c'est comme, elle est comme à travers l'hommage qui lui a été rendu par Mère Nefertiti, elle est le symbole, comme le capitaine qui représente l'équipe. Mais c'est pas le capitaine seul qui fait l'équipe. Donc c'est ce que j'aimerais dire et dire merci vraiment à toutes nos mères qui font mes et pieds chaque jour que Dieu fait pour pouvoir apporter le meilleur d'elles-mêmes pour cette brillante plateforme-là. Merci aussi à notre parrain. Merci à tous nos aînés et pour tout le travail qui est fait. Et vraiment, toi, bon, je ne sais pas quoi te dire, hein, encore pour tout ton dévouement, toute ton énergie, vraiment toute ta dévotion pour la cause vraiment du pays et pour la cause de notre grand leader, le grand maître suprême, l'homme intelligent, l'homme visionnaire, l'homme bâtisseur, l'homme le Prador, l'homme à qui on ne finira jamais de tarir de tous nos éloges. Donc, mon grand-oncle, j'aimerais quand même revenir un peu sur la réconciliation. Ce mot fourre-tout, qui sert vraiment de fourre-tout, quoi. Parce que je pense qu'aujourd'hui, pour moi, c'est une grosse plaisanterie, c'est une grosse hypocrisie, c'est un gros jeu de dupes, et c'est aussi vraiment une grande mauvaise foi que les politiciens font entre eux. Parce que cette réconciliation, tu l'as si bien dit, cette réconciliation, s'il devra avoir une réconciliation, s'il y a une véritable sincérité, s'il y a une véritable sincérité pour faire de la réconciliation, il va falloir que, au risque de répéter tout ce que tu as dit, il va falloir qu'on vise les vraies victimes de cette situation et qu'on puisse vraiment ceux-là leur donner l'occasion de s'expliquer et de le faire. Mon frère Leroy a dit la réconciliation qui a eu lieu avec le regretté le regretté président de la CDRV. On a vu ce que ça a donné. Hein. Donc voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, ça sert uniquement qu'à contenter ou à calmer un peu nos opposés qui ont toujours soif d'argent et qui ont toujours besoin de se faire valoir pour avoir un peu de sous. Aujourd'hui, ça sert de ça.
Gbagbo qui était censé être l'ex-président Gbagbo qui était censé être celui-là même qui allait venir mettre la dernière pierre à l'édifice de la réconciliation. On a vu que malgré sa venue, rien n'a changé. Voilà, donc je veux dire, il y a une volonté manifeste. Et moi, ce que je déplore un peu, c'est le fait que le gouvernement prête le flanc à cela. Que le gouvernement aussi reste dans cette situation-là qui ne nous fait pas avancer. Bon, comme nous sommes dans un domaine, le domaine de la politique, c'est un domaine qui est un peu différent de tous les domaines parce qu'il faut contenter tout le monde. Il faut aussi qu'à travers le chef aussi, il faut que le chef aussi essaye je vais dire, de servir tout le monde à la table. Mais malheureusement, c'est toujours au détriment des populations. Vous savez, en démocratie, le peuple est l'essentiel. Mais c'est en même temps le peuple qui paye le prix fort. C'est en même temps le peuple qui est dénigré. C'est en même temps le peuple qui est martyrisé. C'est en même temps le peuple qui est tué. Mais on a toujours besoin de ce peuple-là pour se donner de la légitimité. Vous voyez? Donc le peuple joue le plus grand rôle, mais c'est un rôle malheureusement qui est ingrat. Donc vraiment, j'aimerais que nos frères et sœurs prennent conscience de leurs valeurs à travers cela. J'aimerais que nos frères et nos sœurs comprennent que nous ne sommes pas que des chairs à canon. Nous ne sommes pas que des fanatiques. Nous ne sommes pas que des êtres, je veux dire, qui sont vraiment la dernière couche sociale de la population. Nous ne sommes pas que des piliers sur lesquels tout le monde doit venir sur le pied ou s'appuyer pour sa promotion personnelle. Il va falloir que les uns et les autres comprennent. Ceux qui sont allés à l'école, ceux qui ne sont pas allés à l'école, qu'ils comprennent leur véritable valeur d'être humain. Tu l'as dit, faisons-nous confiance. Il faut que chacun, quel que soit son niveau, quel que soit son degré de connaissance, faut qu'il se donne d'abord de l'amour propre, de la dignité et vraiment qu'il se donne aussi beaucoup d'estime de soi, malgré son parcours de vie, pour dire qu'il ne peut pas être le paillasson de ces hommes politiques-là, qui en vérité n'ont rien à foutre de la population. Le seul, unique qu'on connaît aujourd'hui, après notre grand président, le père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, le seul qui se préoccupe même de la population, c'est le président Ouattara, le grand maître, le guide suprême, le grand leader charismatique, incontesté et incontestable. C'est le seul. Donc, vous voyez, c'est pour dire que c'est le seul aujourd'hui qui ne s'est pas appuyé sur une excuse que ce soit. Il aurait pu rester au pouvoir pour dire voilà, et la guerre a détruit le pays, on m'a empêché de travailler, comme c'est plus l'affaire. Il y a la guerre. Pendant ce temps, il était multimilliardaire. Non, lui-même n'était même pas multimilliardaire, mais ses enfants étaient multimilliardaires avec son genre de voleur qui était multimilliardaire. On a vu ça. Mais regardez aujourd'hui le président, ce grand homme-là, qui a tout sacrifié pour venir seulement vraiment nous donner de la dignité, nous donner du rêve. Donc c'est très important que nos frères comprennent. J'ai bien aimé aussi, j'ai bien aimé toutes les interventions. Celui de mon frère Cyclone, j'ai beaucoup apprécié parce que il faut qu'aujourd'hui le discours soit un peu calqué sur l'exemple de notre jeune frère qui a parlé en Ouchi pour faire comprendre que le discours que nous tenons ici, c'est un discours qui est accessible à tout le monde. C'est le discours de la fraternité, c'est le discours de l'amour pour le pays, c'est le discours de la volonté d'emmener les Ivoiriens vers un autre niveau. C'est le discours pour faire donner vraiment de l'amour et de l'honneur au peuple et aux populations. Toi qui es cireur de chaussures, ce discours-là te concerne. Avec ton cirage de chaussures, là, aujourd'hui, tu as la possibilité aujourd'hui d'avancer parce que le président Ouattara est en train de faire du grand boulot, en train de sécuriser le pays. Vous voyez? Il n'a jamais confronté des populations les unes contre les autres comme ses prédécesseurs l'ont fait. Vous voyez? Et Houphouët-Boigny a su que le président Ouattara était vraiment celui-là même qui allait être vraiment celui-là même qui allait encore faire plus que lui. Quand il a dit, je le fais confiance, faites-le confiance, et moi je le fais confiance, et il a même loué même sa connaissance des milieux financiers.
Donc, c'était prédit. Il avait déjà prévu ça. Les grands hommes savent effectivement quels sont leurs héritiers. Donc, vous voyez, c'est tout ça, c'est vraiment pour dire que nous devons aujourd'hui faire en sorte, nous, élèves de la classe EPV, d'anticiper sur le travail, sur les choses à venir. Comme à l'image de notre grand maître, notre grand guide suprême, le grand leader charismatique, incontesté et incontestable, le grand Prador, nous devons faire comme lui. C'est-à-dire aujourd'hui, le président a déjà préparé ce que nous voyons aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il avait préparé même avant même de venir au pouvoir. Voyez-vous, aujourd'hui, le grand maître, il est au pouvoir, il est en train de penser à la Côte d'Ivoire à partir de 2030. Voyez, sinon, toutes ces réalisations qu'il fait là, c'est pour la future génération. Voyez, donc nous devons aussi anticiper aussi comme ça dans notre réaction concernant vraiment le noyau même de cette belle aventure humaine que nous menons ensemble. Donc ça aussi, c'est aussi un état d'esprit. C'est dans cet état d'esprit-là que mon grand maître, mon grand-oncle et en même temps mon grand-mère, j'aimerais dire ici, l'esprit du peuple. Quel est l'esprit du peuple? Parce que le grand guide est en train de créer les conditions matérielles pour que nous puissions être épanouis, nous puissions être un pays moderne, nous puissions être vraiment au rendez-vous du donner et du recevoir. Ils sont en train de nous mettre sur un piédestal. Maintenant, aujourd'hui, quel est l'état, quel est l'esprit de la nation? Quel est l'état d'esprit du peuple de la Côte d'Ivoire? C'est sur ça que j'aimerais m'appesantir, si tu as quelque chose à dire en fonction de ça. Ok. C'est un sujet qui est à la fois complexe et délicat, mais on va essayer de donner quelques aperçus et je vais demander aux gens de prêter un peu attention parce qu'il y a certains termes, on ne pourra pas totalement les dévaluer. Effectivement. Quand on parle de l'esprit d'un peuple, pour bien comprendre qu'un peuple, c'est un ensemble de personnes, un groupe d'individus, comment eux peuvent avoir ce groupement-là de personnes, comment ce groupement peut avoir un esprit et penser comme une personne. Donc, ça nous ramène d'abord à l'état d'une personne. Ça veut dire un être humain, là. Toi-même, tu sais qu'il y a ton esprit en toi. Mais ton esprit, là, c'est quoi? Ton esprit est différent de ton corps. Ça, tout le monde comprend ça. Et ton esprit est encore différent de ton âme. On a déjà expliqué ce que c'est que l'âme. Tout le monde connaît le corps. L'esprit aussi, on avait expliqué. C'est la capacité d'être conscient de soi-même. C'est la capacité de pouvoir dire voici ce qui est bon et ce qui est mauvais. Dans un premier temps, voilà ça. Mais c'est aussi la capacité de pouvoir faire des jugements de valeur. Et donc, ça veut dire quoi? La capacité de pouvoir donner de la valeur à quelque chose. Par exemple, l'argent n'est rien d'autre que la valeur que l'esprit lui accorde. C'est ce qu'on appelle la valeur de la confiance sur le marché ou même du marché. Sinon, l'argent, là, ce n'est rien d'autre. C'est comme un morceau de bois. Effectivement. Mais, puisque nous tous, on a accepté que ça, on va lui accorder une valeur, c'est cette valeur-là qui fait que l'or, on dit que l'or est important. Sinon, l'or, là, le jour que tous les esprits vont se dire dans un pays que l'or n'est pas important, l'or ne sera plus important dans ce pays-là. C'est ça. Et donc, c'est là que vous comprenez donc que l'être humain a une capacité de pouvoir agir sur les objets. Et c'est là que vous comprenez qu'avec la capacité de l'esprit, on peut avoir de l'impact à l'intérieur de nous-mêmes quand on est dans la religion, mais aussi à l'extérieur de nous-mêmes quand on vit dans la société. Je prends un exemple. Quand on parle de l'esprit d'un peuple, ça peut partir des valeurs culturelles. Les valeurs culturelles, c'est quoi? On peut avoir la langue, on peut avoir les coutumes, on peut avoir les traditions, on peut avoir les opinions, on peut avoir les passions politiques, on peut avoir toutes sortes de sentiments. Mais la manière que toi tu perçois en tant que groupe, en tant que peuple, votre manière de concevoir tous ces éléments que j'ai dit. Il y a des peuples, par exemple, vous les verrez, eux, quand ils dansent comme les Maasai, eux, ils sautent. Mais quand tu vas chez les Malinké, ou bien tu vas chez les Yoruba, tu vois que ce n'est pas la même manière de danser. Donc, chez les Maasai, par exemple, eux te diront, celui qui saute le plus, c'est celui-là, le grand danseur. Chez les mêmes Maasai, on vous dit une femme qui est potelée, qui est en bon point, c'est une belle femme.
Dans d'autres cultures comme la culture occidentale, on va vous dire non, c'est la femme svelte, c'est la femme mince qui est une belle femme. Et donc vous voyez qu'il y a un choc d'intérêt, il y a un choc de pensée, il y a un choc de vision. Et donc l'ensemble des opinions, l'ensemble des questions et l'ensemble des sentiments qui vont vous permettre de comprendre le monde et faire et décider que le monde est bien pour vous, c'est ce qu'on appelle l'esprit d'un peuple. On peut le faire individuellement et puis maintenant, ça peut devenir collectif. Maintenant, comment est-ce que on peut partir du particulier, c'est-à-dire d'une personne, pour amener un concept individuel ou si vous voulez en singleton, pour maintenant l'imposer à un peuple, jusqu'à trouver maintenant qu'un peuple pense de façon commune. Ce n'est pas difficile si on y applique la méthode. Si je prends par exemple Mao Tse-tung, la Chine pensait différemment. La Chine agissait différemment. Les gens avaient d'autres manières de percevoir la vie, mais à partir de Mao Tse-tung, c'est un exemple que je prends, il dit bon, il faut un esprit suffisamment fort pour pouvoir canaliser les autres. Et c'est là que la politique devient très importante, parce qu'à travers la politique, et la politique, ce n'est pas du commerce, ce n'est pas de la publicité. Il y a une stratégie de manipulation du peuple qu'on appelle la propagande. La propagande, on va essayer de faire converger les points de vue, ou les sentiments, ou les objectifs, ou les intérêts dans un canevas qui arrange un certain nombre de personnes. Et donc, quand on va appliquer ça à un peuple, le dirigeant politique, sa seule personnalité ne peut pas être suffisante. Il peut être le meilleur dirigeant au monde. S'il ne fait pas de propagande, ça ne marchera pas. Il peut dégager toutes les grandes valeurs. On dira, mais c'est parce qu'il est roi, c'est parce qu'il est le suprême qu'il arrive à faire ça. Et donc, les bonnes valeurs seules ne suffisent pas. Il faut donc revenir à la stratégie de la propagande pour essayer maintenant de canaliser le peuple. Et une fois que maintenant, le dirigeant qui est capable maintenant de créer l'esprit du peuple, on va le faire autour de la langue, on va le faire autour des coutumes, on va le faire autour des opinions, on va le faire autour des sentiments. Et vous verrez par exemple d'autres dirigeants qui vont canaliser le peuple à travers les sports. D'autres vont les diriger à travers la religion, comme par exemple en Iran. D'autres aussi vont les diriger à travers peut-être même l'économie, comme on le voit en Occident, où on a fait comprendre que plus vous allez faire, vous allez acquérir de biens matériels, mieux vous serez perçu dans la société. Alors qu'en Afrique, par exemple, dans l'Afrique précoloniale, on nous disait, plus tu as d'enfants et mieux tu es perçu dans la société. Et donc, vous voyez que donc, tous ces peuples-là avaient un esprit, parce qu'ils avaient un système de fonctionnement global. Maintenant, revenons à la Côte d'Ivoire, comme tu l'as dit. Dans la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, et prenons à partir de parce que même avec Laurent Gbagbo, on a eu la culture du désordre, la culture du mensonge comme moyen pour pouvoir se maintenir au pouvoir. La propagande inutile. Oui, mais c'est important. Mais c'est important, c'est-à-dire que même quand on sait que quelque chose est faux, ça fait partie des techniques de manipulation et on a appris ça. Quand tu dis un mensonge une fois, ça ne prend pas. Jusqu'à 10 fois, ça ne prend pas. 20 fois, ça ne prend pas. Mais quand tu dis ça 1000 fois, 1 million de fois, 2 millions de fois, après, l'esprit finit par se dire, bon, acceptons, évoluons. Parce que ces gens-là ne vont pas changer. Et à force d'entendre, d'accepter, c'est fini, ça passe. Le président Ouattara vient en 2010. Il vient trouver un pays qui est divisé sociologiquement parce que le nord et le sud, c'est la grande fracture. L'armée même est désorganisée. Il y a le camp dit rebelle, injustement, qui est opposé à un camp qui était fidèle à Laurent Gbagbo. Il vient retrouver encore un pays qui est en désaccord avec tous les pays du monde. Je simplifie vraiment la situation. Voilà comment Ouattara prend le pays. Donc, il a plusieurs défis à relever. Il a d'abord le défi sécuritaire à relever, ce qui n'est pas chose facile. Il a le défi économique à relever, ce qui est cornélien. Il a le défi des relations internationales à relever, ce qui n'est pas gagné. Mais il a aussi le défi de pouvoir stabiliser son peuple. Et donc, par où il fallait commencer? Le dirigeant averti que Ouattara a bien compris que s'il veut s'amuser à perdre son temps pour dire il faut qu'on fasse 1000 réunions pour qu'on s'entende, ce serait une perte de temps.
n'en fait pas une priorité. Je n'ai pas dit qu'il n'en fait pas une nécessité, j'ai dit qu'il n'en fait pas une priorité. Sinon, il a nommé un ministère pour cela, en 2020 en tout cas. Mais moi, je parle de 2010. En 2010, il n'y avait pas un ministère de la réconciliation. C'est à partir de 2020 qu'il y a eu. Donc là, ce n'était pas une nécessité. Et donc, il se dit quoi? Aujourd'hui, le monde est tel que on ne peut plus vivre en autarcie. On ne peut plus vivre replié sur soi-même. Et donc, la meilleure manière de dégager une image positive, la meilleure manière de pouvoir s'affirmer, c'est d'abord chercher à laver son image à travers l'économie. C'est très important. Parce que aujourd'hui, tu as beau être ce que tu veux être, si tu ne t'en sors pas économiquement, ou bien que tu n'as pas de vision économique, tu vas t'embourber. Sinon, il y a des États même qui sont religieux. Il y a des pays là, et c'est la religion même qui est leur marque. Et ils ont modélé le peuple comme ça, comme par exemple l'Iran. Et je tiens à dire aux uns et aux autres que les Iraniens ne sont pas des Arabes. Les Iraniens sont des Persans. Ce sont les Perses. Ils ont adopté l'islam là. Et donc, ne faites pas l'erreur de penser que c'est des Arabes. Et puis, l'islam que les Iraniens pratiquent, c'est le chiisme. Et le chiisme en islam n'est pas considéré comme une école du sunnisme. Et voilà. On pourrait détailler tout ça, mais après, c'est pour dire que... Mais regardez, à partir de 1972, comment l'ayatollah Khomeini, ils vont prendre l'islam selon leur vision et puis modeler tout un peuple jusqu'à aujourd'hui. Et ça leur marche jusque-là. Et donc, tout État qui veut évoluer doit avoir un esprit du peuple. Et cet esprit du peuple est impulsé d'abord par les dirigeants, suivi d'une bonne politique de propagande. Et maintenant, sur le terrain, on essaye maintenant de faire les ramifications pour essayer maintenant de maintenir. Mais dans un pays comme la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a préféré unir le pays autour du développement. Il a préféré unir et créer l'esprit du pays à travers le travail. Puisqu'on avait habitué les Ivoiriens pendant plus de 20 ans. Si tu colles la gestion des Bédier, 93 jusqu'en 2010, on avait habitué l'Ivoirien à ne pas travailler. Et donc, le président Alassane Ouattara dit quoi? Si moi, Alassane Ouattara, je peux faire des ponts. Si moi, Alassane Ouattara, je peux faire des routes où on estimait qu'on ne pouvait rien faire. Si moi, Alassane Ouattara, je peux nettoyer la lagune à Abidjan devant tout le monde, c'est que, indirectement, il nous dit que tout le monde peut faire quelque chose. Et pour que tout le monde fasse quelque chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc impliquer tout le monde dans un esprit national en favorisant l'économie. En favorisant le travail, chacun va s'impliquer et chacun va retirer un bénéfice qu'il va pouvoir réinvestir. Et en réinvestissant, tu te sens. Regarde, par exemple, il y a des gens qui disent « Ah, Côte d'Ivoire, moi j'avais laissé, mais depuis que Ouattara est venu au pouvoir, tout va bien, je suis venu, j'ai payé une maison. » Ça veut dire que la personne a adhéré à l'esprit national du peuple à travers le travail. Mais par contre, tu trouveras d'autres qui te diront « Ah, avec Laurent Gbagbo, là, le pays désordonné comme ça, là, moi, je ne vais pas aller faire les investissements là-bas. » Et donc, voilà comment on peut créer un esprit national d'un peuple. Et donc, à travers les valeurs du travail, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tu peux dire non que tu ne veux pas travailler. Mais dire que toi-même, tu n'as pas trouvé de travail, c'est faux. Peut-être tu n'as pas eu le boulot de ton choix, oui. Mais dire que tu n'as pas trouvé de boulot, c'est faux. Et donc, ce que le président Ouattara est en train de nous enseigner, en tant qu'esprit national du peuple, c'est qu'à travers le travail, si nous prenons le travail comme notre point de référence, parce que si on veut partir à partir des valeurs linguistiques ou à partir des valeurs religieuses, on a plus de 60 ethnies, on a toutes les religions en Côte d'Ivoire. Ça sera difficile. Et aussi au niveau même de la politique, il a essayé mais ça n'a pas marché. Parce que le président Ouattara, dans sa vision, à partir de 2005, le RHDP n'était pas seulement un parti qui était un conglomérat de partis pour prendre le pouvoir. Parce que c'est ce que tu as dit. Prendre le pouvoir est une chose, mais la partie la plus difficile, c'est comment gérer le pouvoir. Parce qu'une fois que tu as le pouvoir, tu es mis en face des réalités du monde extérieur. Tu te rends compte que le monde, c'est un monde de prédateurs, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Comment tu fais? Mais le président Ouattara était préparé à tout ça. Le plan qu'il est en train de faire aujourd'hui, comme tu l'as dit, il avait ça avant. Tout ce qui lui manquait, c'était comment arriver au pouvoir. Oui, le RHDP en 2005 a été un moyen de conquête du pouvoir. Mais ça devrait aller au-delà.
Ça devrait être un rassemblement de personnes qui partagent des idéaux politiques. Pourquoi en Côte d'Ivoire, on n'est plus le désordre politique? C'est-à-dire que soit vous êtes républicain, libéral, ou bien soit vous êtes socialiste. Voilà ce que le président Ouattara voulait mettre en Côte d'Ivoire. Et ça facilitait beaucoup la tâche aux Ivoiriens et à toutes les personnes. Mais malheureusement, nos politiciens, ayant compris que cet ordre politique, si on le mettait en place, il y a beaucoup qui allaient disparaître. Parce que, intellectuellement parlant, parce qu'en termes même de capacité de pouvoir apporter un apport positif au peuple, ils ne sont pas au rendez-vous. Et ce qu'ils aiment surtout, c'est qu'il y ait une pléthore de partis politiques et chaque fois, plus ils peuvent faire du bruit, plus le monde va s'intéresser à eux et ça va toujours créer, comme ils le demandent, des conférences nationales, comment ils appellent ça encore là, des discussions, table assise, la réconciliation. Voilà, la réconciliation et autres. Sinon, cher frère, je vais vous dire la vérité. Voilà. Alassane Ouattara, on l'a vu avec Laurent Gbagbo qui avait fait Accra 1, 2, 3, qui a fait Lomé 1, 2, 3, qui a fait Pretoria 1, 2, 3, qui a fait ceci 1, 2, 3, qui a fait Ouaga 1, 2, qui a fait ceci, cela. Mais à la fin, on a eu quoi? Rien. Ils ont repris là, il fallait reprendre. Alors que tous les Ivoiriens aujourd'hui, là, tu es fâché comment là? Tu peux, hein? Si tu veux, il faut casser tous les ponts d'Abidjan. Quand toi-même tu vas finir là, tu vas trouver que c'est la chose la plus bête que tu as eu à faire. Et donc, Alassane a bien compris que c'est à travers l'esprit du travail, l'esprit de la résilience dans le progrès qu'on peut construire un esprit national du peuple et surtout donner cela en héritage aux jeunes générations. Mais c'est une question de responsabilité. Il faut que la propagande puisse suivre. Il faut qu'on puisse dire aux nouvelles générations, il y a eu déjà tous les mauvais exemples en Côte d'Ivoire. Alassane est venu, il vous a donné un exemple qui est là en face. Ça marche jusque-là. Est-ce que vous allez continuer ou bien est-ce que vous allez ne pas continuer? On va s'arrêter là parce que pour ne pas trop embrouiller les gens. Oui, non, mais franchement, mon grand-oncle, honnêtement, je te dis sincèrement, en toute sincérité, tu es allé au-delà de mes attentes. Parce que tu as vraiment bien élucidé la question. Et surtout, ton explication est très concrète, elle est très, très, très réaliste. Et moi, ça m'a permis même de comprendre que l'esprit du peuple n'est pas forcément un esprit conquérant et dominateur, comme les Occidentaux le font souvent à travers la guerre ou à travers l'économie, mais aussi, je vais dire, nous sommes aux prémices de l'esprit du peuple à travers le travail que le grand maître suprême est en train de nous inculquer. Je pense que c'est bien dit. Voilà, je ne vais pas encore rajouter. J'aimerais vraiment te dire merci beaucoup pour ta grande connaissance des sujets. Et merci beaucoup à toute la classe. Donc c'est pour ça aussi qu'il va falloir que nous ignorons à jamais ces politiciens-là qui ne valent absolument rien. Je vous assure, chers frères, chers Maouchaou, ces politiciens-là, ce qu'on vient de dire là, je vous assure que moi, je mets quiconque au défi. Apprenez ce séplou-là, mettez-le devant. Il va raconter des boutades, amuser la galerie, déstabiliser les journalistes parce que par rapport à son titre, et le débat va s'arrêter là. Les gens ne retiendront que ses boutades et ses plaisanteries. Donc ça, on l'a vu ici pendant quand il a fait pas pendant le débat contre le grand maître, mais quand il a été interrogé par les journalistes, la RTI, il a été tellement lamentable que même moi j'avais honte. J'avais honte à sa place. Quand on lui dit à quoi cette banque de l'habitat va ressembler, il dit à une banque. Donc voilà, je lui ai dit, quelqu'un comme ça qui est président de la Côte d'Ivoire, on va passer tout notre temps à la rue Princesse et à danser le coupé décalé malheureusement. Donc j'aimerais m'arrêter sur ça pour vraiment dire, restons derrière le président et demandons à ce qu'il y ait, prions Dieu pour que nous-mêmes, on puisse faire les efforts qu'il faut pour avoir un qui est plus que le président après le président. Pour que l'esprit même de travail du président perdure de génération en génération. Je vous dis merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Yann, tu ne quittes pas.
Et il y a une de nos mères qui résume tellement bien les choses, Djeneba Koulibaly. Tout ce que nous avons dit, elle le résume très bien en un mot, union, discipline, travail. Et le Prado a commencé d'abord par la fin. C'est-à-dire le Prado a commencé d'abord par le travail, après la discipline. Et une fois qu'un peuple est discipliné, il est uni. Effectivement. Et elle a très bien vu, effectivement, c'est ça. Et donc, c'est ce que je vous ai dit. Pour Alassane Ouattara, là, la réconciliation n'est pas une nécessité. Sinon, si c'était une nécessité, là, la nécessité veut que si tu n'as pas, tu vas mourir. Il nous a prouvé de 2010 jusqu'en 2020 que lui n'a pas besoin de se réconcilier avec quelqu'un. Que c'est un slogan politique, mais en réalité... Inutile même, quoi. Et inutile, mais en réalité, les vrais Ivoiriens qui veulent se réconcilier se sont réconciliés avec eux-mêmes par le travail. C'est vraiment très important. Et donc, Yann, je vais te laisser faire la conclusion. Je remercie notre mère Fiona Kora qui est là, Sirima Sissé, Djeneba Koulibaly. Et aussi, tu vas me permettre rapidement de saluer tous nos parents comme Marion Sissabane, Sendou Djerasuba, Moussa Diomandé. Tous, ils sont en ce moment sur YouTube. Fantakoul, Mamadou Keita, Medoun Habib Koulibaly et Mariam Sissabane et beaucoup d'autres personnes que nous ne pouvons voir en ce moment. Ils ont tous été avec nous ici. Je salue aussi chacune et chacun des élèves de la classe qui ont été avec nous ce soir, comme tous les jours, qui ont animé l'émission. Souvent, d'autres sont restés silencieuses et silencieux en mettant les cœurs, en partageant l'émission. Nous vous disons du fond de nos cœurs, merci infiniment. Merci de faire confiance en cette plateforme qui est la vôtre et la nôtre, parce qu'ici, tout le monde peut s'exprimer. Et je salue humblement notre mère Martine Théa, digne combattante, qui ne lésine sur aucun moyen, partout où besoin est, de pouvoir être présente pour essayer d'aider ses semblables. Merci à tous. Je salue aussi notre aîné Kone Adama de Paris et notre mère Adjara Koulibaly depuis la Côte d'Ivoire. Merci à chacun et à chacune. Merci à tous. Et Yann, vous avez donc la conclusion. D'accord. Ben, merci mon grand-oncle de me faire l'honneur de me faire faire que je fasse la conclusion. Moi, j'aimerais dire merci aussi à tout le monde. Vraiment, cette classe-là est une classe exceptionnelle. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que nous devons retenir, c'est plus que jamais, restons ce que nous sommes, restons unis derrière les idéaux